Bienvenue sur le plateau de Parlons Pro. Ils auraient un impact conséquent sur notre vie quotidienne s'ils étaient signés. Le CETA et le TAFTA, ces deux projets d'accord transatlantiques de libre-échange, ne passent plus inaperçus. Ils sont prévus pour créer un grand marché commun entre l'Europe et l'Amérique. Mais leurs détracteurs nous parlent d'une menace pour notre santé et notre environnement. Pourquoi ? Pour y répondre, nous avons invité aujourd'hui sur ce plateau Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Greenpeace qui est à l'origine des récentes fuites sur le TAFTA. Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris et président du comité français pour le droit du commerce international. À ce stade, la France dit non. Ce sont les récentes déclarations du chef de l'État à l'issue du dernier round de négociations sur le TAFTA, ce fameux projet d'accord de libre-échange que les États-Unis et l'Europe négocient depuis plus de 3 ans. Pourtant, l'Europe le voulait, cet accord, elle en est à l'initiative. Il représente un marché commun de 800 millions de consommateurs. Je vous propose d'écouter à ce sujet le point de vue du MEDEF. Les États-Unis sont perçus comme des concurrents redoutables dans le monde, mais aussi sur nos propres marchés, en Europe, alors qu'on oublie souvent que l'Europe est le premier investisseur et le premier exportateur au monde, et qu'elle compte 500 millions de consommateurs. Nous sommes convaincus que c'est en grande partie grâce à l'international que nous allons pouvoir retrouver la croissance et l'emploi en France et en Europe. Il est très clairement important de s'entendre aujourd'hui entre les deux plus grands marchés du monde, que sont l'Europe et les États-Unis, de façon à ce que les normes que nous adopterons ensemble, les pratiques que nous admettrons ensemble, servent à influencer le reste du monde, les grands blocs comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil et l'ensemble des pays émergents, de façon à ce que ces pays convergent sur notre accord États-Unis-Europe. C'est pour ça qu'il est important de le faire maintenant. De quoi s'agit-il essentiellement? Il s'agit de réduire la complexité. Alors, Hervé Guyader, c'est quoi ces accords, le CETA, le TAFTA ou TTIP comme disent les Américains? Ce sont des accords commerciaux internationaux qui visent effectivement à structurer des relations internationales commerciales entre des blocs importants, entre l'Europe, entre le Canada, entre les États-Unis, mais ce ne sont pas que cela. C'est aussi une vision du monde futur, c'est une vision géopolitique. C'est de savoir en fait qui seront nos alliés commerciaux par rapport à d'autres blocs qui ne respectent pas nos normes, nos droits environnementaux, nos droits sociaux. Et donc il est question évidemment de croissance, d'emploi, mais il est aussi question d'un avenir que l'on peut tracer selon une vision occidentale, européenne. Et justement, qu'est-ce qu'on a à y gagner par rapport au traité qui nous lie déjà avec... on a y gagné déjà le fait qu'on table sur une croissance grâce au TTIP, grâce au CETA. Alors, les chiffres sont effectivement très débattus et je pense qu'on n'aura pas la même vision des choses, mais on est sur à peu près 1%, 1,5% de croissance. Ça représenterait dans les 100-150 milliards d'euros sur 5, 10, 15 ans. C'est quand même pas si mal. Derrière, corrélativement, il y aurait forcément une augmentation du taux d'emploi. La croissance amène forcément l'emploi. Et donc, il y aurait à la fois une croissance économique, à la fois de l'emploi. Des secteurs en particulier qui seraient favorisés? Les secteurs en particulier, les secteurs qui sont attractifs en France. Le luxe, on peut tabler aussi sur le secteur industriel, la recherche, et puis évidemment les PME. Les PME qui ne bénéficient pas en l'état actuel des choses des contrats d'État. Vous savez que ce qui marche très bien en France, ce sont les grandes entreprises, c'est Airbus, c'est Alstom, la vente récente des avions, des sous-marins, pour ne pas citer de marque. Ça, c'est très facile à faire quand François Hollande négocie directement le contrat. Toutes les PME qui n'ont pas vocation à avoir droit à l'avion présidentiel se débrouillent seules. Alors là, les avis divergent concernant les PME. Je ne sais pas si vous avez des chiffres à ce niveau-là, parce qu'on a une étude allemande qui dit que 62% des PME s'attendent à des effets négatifs. Jean-François Julliard, vous avez une idée? Non, moi, je n'ai pas de chiffres. Moi, je ne suis pas économiste et je ne suis pas un représentant des PME. Je n'ai pas de chiffres sur le potentiel de création d'emplois ou de potentiel de croissance de ces traités-là. Déjà, pour bien poser les choses, nous, chez Greenpeace, on n'est pas en tant que tel contre le commerce international, contre ces traités en tant que tel. Ce qui nous inquiète dans ce traité, ce qui nous inquiétait, mais on va y revenir après, j'imagine, c'était le fait que les négociations se déroulent dans la plus grande opacité, mais on va en discuter, j'imagine. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'on a le sentiment que
La croissance potentielle, les emplois promis, on n'en a aucune assurance. Vous sortez des chiffres, j'en ai entendu d'autres sur la croissance que ça peut entraîner. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de points d'interrogation. On voit ce qui s'est passé aussi dans d'autres traités de libre-échange à l'ENA entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, qui ont plutôt occasionné des pertes d'emplois que des hausses d'emplois. Donc on peut être prudent là-dessus. Mais surtout, si c'est de la croissance, nous en revanche chez Greenpeace, on n'est pas pour la croissance à tout prix. Si cette croissance, elle se fait au détriment de notre qualité de vie, elle se fait au détriment de la protection de l'environnement, au détriment de la protection de notre alimentation, de notre santé publique, on dit non, ça c'est certain. Alors on a aussi un accord qui est sur le point peut-être d'être ratifié, même c'est le CETA qui est beaucoup plus proche au niveau du calendrier. C'est la même chose, TAFTA-CETA? Pas entièrement, mais disons que le CETA, donc le traité entre l'Europe et le Canada, est un traité qui préfigure ce que pourrait être le TTIP. C'est un accord qui englobe la plupart des clauses qui sont également négociées dans le cadre transatlantique, à savoir une convergence réglementaire, mécanisme de règlement des différends, une fluidité et une sécurisation des investissements et effectivement l'ouverture des marchés publics. C'est l'une des grandes questions qui a été traitée à cette occasion-là, était de savoir si oui ou non les Canadiens accepteraient d'ouvrir leur marché public. Ils l'ont accepté. Autre chose, la reconnaissance des particularismes géographiques, les fameuses IGP, les AOC françaises. Ont été protégés dans le cadre du CETA. On dit que très peu quand même par rapport à la quantité d'appellations qu'il y a en Europe. C'est un accord cadre, c'est un accord qui vise encore une fois à configurer le monde futur. C'est pas un accord figé. Le droit du commerce international n'est pas un instrument juridique de fixation. Ça consiste à fixer un cadre. On peut dire que c'est s'accorder sur le plus petit dénominateur commun? Non, ça consiste à envisager une vision globale de ce que peut être le commerce transatlantique en faisant en sorte que chacun, de son côté, y gagne. Alors effectivement, le vrai problème là-dedans, c'est que les Canadiens, les Européens, et a fortiori les Américains et les Européens, n'ont pas véritablement le même mode de vie ni les mêmes normes. Tout à fait. C'est là où effectivement il y a une divergence d'appréciation entre une vision un peu pessimiste. Tout à fait. Mais ce qui est surtout reproché à ces négociations, c'est qu'elles se déroulent dans le secret le plus total. On ne sait rien. Et Greenpeace, vous avez récemment fait fuiter plus de 240 pages du texte. Pourquoi c'était important de le faire? Il y avait un climat de tension par rapport à ça? Il y avait à la fois un climat de tension et il y avait surtout beaucoup de fantasmes autour de ce texte-là. Et nous, quand on a eu la possibilité d'avoir accès à ce texte, qui est effectivement incomplet, mais qui donne quand même une bonne vision de l'état actuel des négociations, ce n'est pas le texte définitif, parce qu'il est en cours de négociation concernant TAFTA, mais on s'est dit que c'était notre devoir en tant qu'organisation de protection de l'environnement, notre devoir en tant que lanceur d'alerte, parce que Greenpeace se définit comme un lanceur d'alerte, de donner au plus grand nombre la possibilité de se forger sa propre opinion. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il faut penser cela ou ceci du texte, on est là pour aujourd'hui inviter tout le monde, et c'est pour ça qu'on a décidé de rendre public le texte en l'état dans lequel on l'a eu. Tout le monde peut aujourd'hui le lire. Alors c'est un langage un peu compliqué, c'est pas la portée de tous, mais en tout cas il y a tout un tas d'associations, d'experts, de responsables politiques, de juristes qui peuvent aujourd'hui avoir accès au texte. Parce que c'était pas le cas. C'était pas le cas. Comment ça se passait? Jusque-là c'était très réglementé. Même des responsables politiques devaient se rendre dans certains lieux sécurisés en déposant leur téléphone à l'entrée, n'avaient droit qu'à souvent 1 heure ou pas beaucoup de temps pour lire un texte qui fait plus de 300 pages. Donc les conditions n'étaient pas réunies pour que les gens aient une analyse approfondie du texte. Et quand on a vu le contenu du texte, on s'est dit que il en relève de l'intérêt général. Ce n'est pas simplement un texte qui est là pour négocier du commerce entre deux acteurs privés. Ce n'est pas simplement une négociation entre des entreprises ou des branches professionnelles. C'est un texte qui aura un impact sur notre quotidien. En Europe, mais aussi aux États-Unis. Et du coup, on s'est dit qu'à un moment donné, il en relevait de l'intérêt général et qu'on ne pouvait pas faire comme si ces négociations n'auraient pas d'impact. Et donc, on a décidé de rendre public ce texte. D'accord. Moi, je voudrais avoir juste un mot là-dessus. Est-ce que c'est propre à ce genre de traité d'être négocié dans l'opacité? Le problème, c'est que là où vous avez en partie raison, c'est que l'opacité était réelle. La commission Barroso, qui était à l'initiative de cette négociation, avait conçu
le TTIP comme étant une négociation entre entreprises privées et respectant les règles d'usage de la matière. Or, il est vrai, et là vous avez raison, que les gens, en 2016, ne se satisfont plus de ce que l'on dit que voilà, la négociation va se dérouler et qu'une fois qu'on aura un texte présentable, on vous demandera votre avis. Ça, c'est plus possible. Donc c'est l'air du temps de vouloir savoir. Les gens ont besoin, les gens ont tout le monde a un smartphone, une tablette. En fait, on n'a jamais su avant. Précédemment, on ne savait pas. On ne savait pas. L'époque était différente. Maintenant, je suis un peu réservé sur le côté effrayant de donner comme ça un texte compliqué en anglais, en pâture à des gens qui n'ont pas forcément la culture pour l'analyser. Et forcément, il est plus simple de faire peur, d'effrayer que d'expliquer. Mais justement, mais effectivement, je reconnais que la démarche consistant à dévoiler un texte qui était évidemment secret est difficilement contestable. Alors justement, une opacité donc, qui alimente les suspicions. Là, on ne parle plus avec ces accords de tarifs douaniers, de prix, mais d'harmonisation des normes, de coopération réglementaire. Et ça fait peur. Regardez. Nous, ce qu'on craint dans l'accord le TAFTA, c'est qu'il y ait une baisse assez drastique des normes sociales et environnementales qu'on a en Europe. On pourra avoir dans nos supermarchés des cosmétiques produits avec des produits chimiques interdits en Europe, mais qui sont légaux aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, on a encore du plomb dans les rouges à lèvres, et c'est quelque chose qu'on pourrait avoir dans nos supermarchés avec le TAFTA. Des quotas d'exportation qui arrivent dans l'agriculture, notamment au niveau de la viande bovine et porcine, qui fragilisent encore plus l'agriculture européenne, et notamment en France. On crée une instance juridique devant lequel les multinationales américaines ou canadiennes, par exemple, dans le cas du CETA ou du TAFTA, pourraient se tourner pour attaquer un État. Énormément de multinationales qui utilisent cet outil pour attaquer des États sont des multinationales du secteur énergétique et donc qui vont attaquer directement des régulations environnementales parce qu'elles ne veulent pas qu'on mette en place des politiques de transition énergétique qui viendraient évidemment nuire à leur intérêt, à leurs investissements. On estime au mieux que ça rapporterait 2 € par mois par citoyen européen, tout ça pour risquer de voir notre santé menacée par les OGM, par le bœuf aux hormones, par un ensemble de produits, et nos États incapables de mettre en œuvre les mesures qui leur permettraient de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de protéger notre environnement, de garantir notre santé. Nous avons notamment dans le domaine environnemental un certain nombre de normes en Europe qui sont plus protectrices qu'aux États-Unis. Ce qui est clair, c'est que nous ne voterons pas un accord si ces normes étaient remises en question. Jean-François Julliard, les documents que vous avez fait publier, est-ce qu'ils confirment les craintes que l'on vient d'entendre ? Oui, il confirme les craintes qu'à un moment donné, on va choisir le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que la position notamment des Américains dans ce traité, dans cette négociation, c'est d'avoir une reconnaissance mutuelle des normes plutôt qu'une harmonisation. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire le choix, on pourrait encore, hein, c'est pas encore tout à fait abouti, d'avoir une harmonisation, c'est-à-dire d'essayer de tirer vers le haut les normes environnementales, les normes en termes de santé publique. Si c'était le cas, on serait plutôt ouvert à ce traité-là et à ces négociations qui ne pourraient que renforcer la protection environnementale en termes de santé publique. Là, on a le sentiment que la reconnaissance mutuelle va faire en sorte qu'à un moment donné, on choisira la norme qui est la moins contraignante. On l'a bien entendu dans votre sujet tout à l'heure où le président de L'Oréal disait on cherche à simplifier, à rendre les choses moins complexes. Oui, on sait bien comment ça se passe. Quand une grande entreprise dit qu'elle veut rendre les choses moins complexes, c'est se débarrasser d'un certain nombre de normes qui rendent sa tâche plus difficile. Donc on craint un nivellement des normes par le bas. On craint un nivellement des normes par le bas. Toute négociation comme ça, si on parle d'une reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire que tout ce qui est autorisé aujourd'hui aux États-Unis pourrait demain être autorisé dans l'Union européenne. Donc encore une fois, on pense qu'on n'a rien à y gagner aujourd'hui, que les citoyens européens et les citoyens américains n'ont rien à gagner aujourd'hui en l'état actuel des choses à ce traité-là. Il ne va rien apporter au bien-être des populations, il ne va rien améliorer en termes de qualité de vie, il ne va pas renforcer notre environnement et le seul point sur lequel on se raccroche, c'est d'éventuels points de croissance dont personne aujourd'hui n'est capable de dire avec certitude s'ils vont exister ou pas. Alors, ce n'est pas les premiers traités donc, que l'on négocie avec d'autres blocs. C'est quoi le problème? C'est que c'est leur envergure, c'est la première fois qu'on touche à des domaines liés à la santé, à l'environnement? C'est leur envergure et c'est aussi le fait que ce sont le TTIP et le CETA sont les premiers traités d'un nouveau type. À savoir qu'effectivement avant, on parlait de baisse des droits douaniers. Les droits douaniers maintenant sont devenus entre les deux blocs transatlantiques qui sont de 4-5%. C'est devenu relativement résiduel. Ce qui compte maintenant, effectivement, c'est la convergence normative. Et là, il y a un grand débat. Effectivement, on était parti sur le fait de vouloir trouver une harmonisation. Ça va être compliqué pour pas dire impossible. Pourquoi on a besoin de ça?
C'est simple, c'est que si vous êtes producteur de voitures françaises, si vous voulez exporter votre voiture aux États-Unis, vous devez la faire passer devant l'autorité compétente américaine. Il faut tout revoir. Il faut tout revoir. La voiture, il faut la transformer de A à Z. Ça coûte, la mise aux normes d'un produit manufacturé coûte entre 15 et 20% du produit nominal. Donc, ce que vous avez en vente 100 € à Paris, vous le vendrez, ne serait-ce que pour la convergence réglementaire, 120 €. Donc forcément, ce n'est pas compétitif. Donc il faut impérativement réduire ces coûts-là. Sinon, vous ne pouvez pas être dans un cycle de mondialisation. Alors, le problème là-dedans, c'est qu'effectivement, la reconnaissance mutuelle est dangereuse. Oui et non. Effectivement, vous avez totalement raison. Si on reconnaît les normes américaines, les produits américains seront importables en France. Sauf que moi, j'y vois une solution toute simple. Laissez les consommateurs faire leur choix. Et comment faire leur choix? Informez-les. Moi, j'ai déjà On a un étiquetage pour ça? On a un étiquetage. La directive de 2011, la directive européenne de 2011 permet un étiquetage. Elle avait été âprement débattue au Parlement européen, dans la mesure où on se demandait si ça contrevenait à la libre circulation des marchandises. Réponse, non. Il est de l'intérêt général que les citoyens européens soient informés. Donc, des petits logos, Made in France, des petits logos Made in USA, et chaque citoyen fera un acte citoyen, et pourquoi pas acheter, si vous le voulez, un rouge à lèvres français, ou un rouge à lèvres américain, que chacun soit acteur de sa vie. Oui, mais c'est trop compliqué l'étiquetage sur ces questions-là. On l'a entendu dans les propos d'une responsable d'une organisation non gouvernementale. Elle parlait du plomb dans le rouge à lèvres. On va avoir la liste de tous les produits toxiques qui demain seraient autorisés dans votre composition du rouge à lèvres. Ça ne marchera pas. Un étiquetage Made in France ou Made in USA, ça ne dira rien au grand public. Donc il achètera un rouge à lèvres qui sera le moins cher, point final. Ça sera le prix en contexte de crise qui peut être... Mais bien sûr, ça réglera pas le problème. Le problème, c'est que dans ce traité-là, on fait passer la compétitivité avant tout, et notamment avant des choix de société. Quand on parle de normes, de règlements, de barrières non tarifaires, parce que c'est un peu le jargon commercial autour de ça, in fine, on parle de choix de société. Si l'Europe et un certain nombre de pays européens ont dit non à la culture des OGM, par exemple, c'est un choix de société, c'est pas simplement un choix commercial. Aujourd'hui, ce traité-là, pourrait potentiellement faire table rase de ces choix de société. Donc on pourrait voir menacer nos politiques, nos réglementations dans nos propres pays? Il y a ce risque-là, et puis il y a ce mécanisme de règlement entre les entreprises et les États qui ferait que demain, des entreprises auraient un pouvoir accru par rapport à des États. Et ça, c'est inquiétant aussi. Encore une fois, ce seraient des entreprises qui pourraient, parce que ce traité leur permettrait demain, de venir remettre en cause des choix de société, des choix de population. C'est aussi ça qu'on a voulu tenter de briser un peu en rendant public ces documents, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on est privé de notre capacité d'action démocratique dans ces négociations-là. En même temps, on voit à travers vos documents qu'il y a un bras de fer et donc qu'on pourrait se voir imposer les normes américaines. C'est plutôt ça. Oui, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des négociations, on a le sentiment que l'Union européenne tergiverse un peu, parce que l'Union européenne, c'est 28 États membres au final, et que les positions ne sont pas toujours alignées, que sur certains sujets, il y a des alignements, sur d'autres, il y a des grosses différences de point de vue entre la France et l'Allemagne, entre la France et d'autres États européens. Sur la question de l'agriculture, par exemple, la France a une position très ferme, qui n'est pas celle d'autres pays. Et puis de l'autre côté, il y a un seul acteur, les États-Unis, qui, eux, ont une position très très claire, très très ferme. Ils campent sur des positions. Donc voilà, c'est vrai que les négociations sont un peu déséquilibrées. Mais encore une fois, moi, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, et notamment depuis qu'on a rendu public ces documents-là, quand j'entends ce qui se dit dans la classe politique, au sein des organisations non gouvernementales, au sein des syndicats de plus en plus, la FNSEA en France sur le monde agricole, avec lequel on a plutôt beaucoup de désaccords sur notre conception de l'agriculture, a eu des positions qui étaient les mêmes que les nôtres. Donc aujourd'hui, j'ai le sentiment que de toute façon, la partie est plutôt gagnée, c'est-à-dire que ces négociations-là aujourd'hui, elles ne vont plus avancer comme elles avançaient jusque-là, et que moi je suis plutôt rassuré sur le fait que ce traité, il est très 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 mal engagé. Mais alors on craint un nivellement des normes par le bas. Pourquoi les Américains sont si peu scrupuleux de leur santé, de la santé de leurs concitoyens, de leur environnement? Pas du tout, ils ont juste une conception de l'innovation quand nous avons, nous Européens, une conception de la protection. Nous sommes frileux, nous avons peur, nous ne savons pas, nous sommes passifs. Les Américains ont une culture de l'innovation complète. Ils ont axé leur économie là-dessus. Et donc, effectivement, quand vous devez mettre un produit sur un marché américain, vous avez, c'est vrai, moins de contraintes que sur le marché européen. Notamment la question du principe de précaution. À la grande différence, c'est que si jamais vous mettez un produit sur un marché américain qui est dangereux, les conséquences judiciaires peuvent être infiniment plus lourdes
aux USA qu'en France. Un simple exemple, un salarié victime de discrimination en France, il va récupérer, que sais-je, 5 ou 10 000 euros de dommages et intérêts. Le même salarié discriminé aux États-Unis récupérera, parce que le statut de victime est considéré là-bas et pas du tout en France, des millions de dollars de dommages et intérêts. Rappelez-vous l'affaire Philip Morris. Il a été prouvé que Philip Morris avait un comportement nuisible pour les consommateurs, 17 milliards de dollars de dommages et intérêts. La France se demande encore s'il faut faire un paquet de cigarettes neutre. Enfin, il y a un moment donné, considérer que les Américains ne respectent pas leur population, c'est fou. Ils ont le droit le plus sanctionnateur et bien plus que le nôtre. Alors, si jamais des entreprises américaines voudraient écouler des produits qui ne sont pas conformes à notre réglementation, ou alors qu'on veut voter des lois qui ne sont pas conformes à l'accord, le TAFTA, le CETA, comment on va régler... Non, mais le TTIP serait un accord cadre. Comment on va régler ces différends, quand il n'y a pas de désaccord entre État et entreprise? Un accord cadre, ça consiste à fixer des principes généraux. La France gardera tout pouvoir de réglementer pour la bonne et simple raison, un accord, ça s'interprète. L'interprétation est faite par un juge, et je peux vous garantir qu'un juge français, quelle que soit la rédaction d'un accord international, considérera toujours qu'il est possible de légiférer. Tout le droit international repose là-dessus. Mais le fameux débat sur ces instances d'arbitrage privées... Ça, c'est un faux problème. Qu'est-ce que c'est, ça, ces ISDS qu'on appelle? L'arbitrage consiste l'arbitrage entre l'investisseur et l'État consiste à offrir une voie de droit. Une voie de droit, c'est simple, ça consiste à permettre à un investisseur de pouvoir former une action contre un État. Vous faites un procès. Que je sache, le fait de faire un procès ne préjuge absolument pas de le gagner. Donc il n'y a aucune automatisation, aucune systématisation du fait que les entreprises américaines viendraient en France pour nous imposer quelque chose. On ne va pas porter plainte. Et à l'inverse, les entreprises françaises ont tout à gagner à également disposer de cette possibilité d'action contre les Américains. Une entreprise française qui va à un marché public américain et qui ne peut pas, elle fera quoi? Ben, elle fera rien. Donc, fermer l'action parce qu'on a peur. Un truc très simple, hein, l'arbitrage n'est pas une conception américaine. L'arbitrage est une notion qui a été créée d'abord en France. Les arbitres français sont dans le top 10 mondial. On n'a rien à craindre des Américains sur ce sujet-là. Donc il faut arrêter d'avoir peur de tout. Mais ce qu'on craint, c'est une divergence des intérêts. Non, ce qui s'oppose là, c'est une vision du monde totalement différente. Moi, je suis contre ce principe-là en tant que tel. Parce que quand on voit, par exemple, pour prendre un exemple qui se déroule en ce moment aux États-Unis, en raison de cet accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique dont je parlais tout à l'heure, le président Barack Obama a dit non à un projet de pipeline entre le Canada et les États-Unis, qui s'appelait le projet Keystone. C'est un choix de société. C'est un choix de société parce que Barack Obama a pris des engagements pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce qu'il a mis fin à ce projet-là, aujourd'hui il est poursuivi en justice au nom de ces arbitrages-là, par la société qui montait ce projet-là. C'est aujourd'hui prendre le risque que des entreprises, parce qu'elles auraient subi un préjudice économique, remettent en cause des choix de société menés par des États qui représentent des citoyens. C'est ça qui m'inquiète, moi, demain. Et ce n'est pas du tout une vision apocalyptique ou effrayante. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis très content de vivre en France, un pays où on a su dire non aux OGM, où jusqu'à preuve du contraire, on continue de résister au gaz de schiste, et que je n'ai pas envie, demain, que ça se soit remis en cause au nom d'une course effrénée au profit supplémentaire. Et là, justement, on vient de ratifier l'accord de Paris. Tous les États vont devoir faire des efforts pour mettre en application ces objectifs. Est-ce que ça, c'est compromis? Mais oui, parce que ça n'apparaît pas dans l'état actuel des négociations. Donc, encore une fois, le traité n'est pas définitif, mais on a le sentiment que les négociateurs du TAFTA font comme si la COP21 n'avait pas existé, font comme s'il n'y avait pas eu un engagement pris par tous les États de la planète. C'est la première fois qu'on a cet accord universel sur la lutte contre le dérèglement climatique. On fait comme si ça n'existait pas. On fait comme si on n'avait pas à prendre en compte. On fait comme si, potentiellement, demain, l'accroissement des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne n'allait pas avoir d'impact en termes d'augmentation des émissions de CO2 et donc d'impact sur le dérèglement climatique. Si, bien sûr que ça va avoir un impact. Toute augmentation des échanges commerciaux entre deux continents va avoir un impact en termes d'augmentation des émissions de CO2. Donc, on devrait la voir comme
comme prérequis, comme préambule dans le TAFTA à un moment donné, qu'il y a eu cet accord pris au moment de la COP21, qu'on s'est fixé comme objectif de rester en dessous de la barre des 1,5 degrés, et ça n'existe pas. On fait encore une fois comme si le commerce international pouvait s'abstraire totalement des efforts menés contre le dérèglement climatique. Alors on arrive presque à la fin de ce débat. Qu'en est-il du processus de ratification, Hervé Guyader ? Pour le CETA, ils vont cadencer une ratification au niveau des parlements européens et des parlements nationaux vraisemblablement au novembre-décembre. Quant au TTIP, le CETA qui est avec le Canada, oui, on rappelle. Le Canada. Quant au TTIP, ma foi, le mandat de M. Obama s'achève dans 6 mois. Est-ce qu'on aura un acte d'ici là? Je ne pense pas, malheureusement. Donc, reste à savoir qui sera élu à la magistrature suprême américaine l'an prochain. Quelle marge de manœuvre pour les parlementaires si les chefs d'État européens ratifient? Est-ce qu'il y a un droit de toute façon, c'est un acte mixte. L'acte mixte est donc de la compétence à la fois de l'Europe et de chaque État. Donc on a un veto national? Chaque parlement national aura le droit de ratifier ou de ne pas ratifier le texte. Et du coup, l'accord ne sera pas adopté? Et l'accord ne sera pas adopté. D'accord. Dans le cas contraire, vous, qu'est-ce que vous allez continuer à militer Nous, on va continuer à s'opposer à ce traité en l'état. Il y a beaucoup de mobilisation, alors moins en France que dans d'autres pays. Ça commence à venir en France. Ce sujet est maintenant présent en France, et tant mieux, je m'en réjouis. Le CETA, c'est pour bientôt. CETA, c'est pour bientôt. Moi, je fais le pari, je suis globalement confiant maintenant, encore une fois, quand j'entends les responsables politiques ou tout un tas d'organisations de la société civile s'opposer aux deux traités. Moi, je suis assez confiant sur le fait que ni CETA, ni TAFTA ne verront le jour. Voilà. On se revoit quand vous voulez si je me trompe, mais je suis assez confiant sur le fait que ces traités n'iront pas au bout. Je vous remercie pour vos contributions. Merci aux internautes de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Pro.